Alors, restait finalement, pour mettre définitivement en place cette modernité politique, un autre joyeux luron que je vous ai présenté la fois dernière, qui est le chancelier Otto von Bismarck, le premier chancelier de l'Allemagne réunifiée. Bismarck, une fois chancelier du Reich, va parfaire le système international, enfin le parfaire dans sa logique telle que je vous l'ai décrite, sa logique viennoise et post-viennoise. Et là, l'idée de Bismarck est très simple. L'Allemagne s'est réunifiée contre la France, défaite en 1871, et très logiquement, dans une pensée parfaitement westphalienne, Bismarck de dire le grand enjeu international qui succède à la défaite française, c'est le risque de revanche française. Et donc, le système international doit être conçu de manière à empêcher cette revanche française. Et comment faire pour empêcher la revanche du vaincu? Construire, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, une coalition suffisamment forte et convaincante pour dissuader la France de reprendre les armes pour récupérer les provinces perdues, pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Pour y parvenir, Bismarck avait l'idée que la seule coalition qui redonnerait, ou qui donnerait, ou qui conférerait à l'Allemagne un jeu d'alliance suffisamment fort pour dissuader l'adversaire devait réunir les trois empereurs. L'empereur allemand, l'empereur russe, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Et pour vous montrer à quel point ce système était bien huilé, la grande idée de Bismarck venait se heurter aux antagonismes inévitables qui opposaient notamment l'empereur de Russie, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche-Hongrie, pour une raison très simple, c'est qu'il suffit de regarder la carte pour se convaincre que ces deux empires étaient dans une situation de rivalité très forte en vue de contrôler le sud-est de l'Europe qui échappait peu à coups de guerre successives, à l'emprise d'un empire ottoman chancelant. Autrement dit, le tsar de Russie et l'empereur d'Autriche ne pouvaient pas se saquer. Et cependant, Bismarck a maintenu ce modèle triangulaire. Comment a-t-il fait? À partir de l'invention du secret. On rencontrait l'empereur de Russie, on lui expliquait « Oh, vous savez, notre collègue autrichien, ça ne va pas du tout. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous soutiendrai d'ailleurs si un jour vous veniez à vous opposer. » Et rassuré de la sorte, l'empereur de Russie prolongeait cette alliance avec un Reich puissant et qui lui promettait de l'aider. Le lendemain, le même chancelier allait rencontrer l'empereur d'Autriche ou ses plénipotentiaires en disant « Vous savez, vous avez tout à fait raison, cet empereur de Russie est un homme dangereux. Évidemment, c'est de vous que je suis proche. Et si jamais vous avez des problèmes, eh bien, je saurai vous soutenir et vous aider. » Et par ce système d'accords secrets, a pu ainsi tenir une alliance triangulaire renouvelée dans un premier puis dans un deuxième système bismarckien, le deuxième intégrant d'autres États et notamment le tout nouveau royaume d'Italie. Seulement, et c'est là que les choses sont très intéressantes, c'est que vous comprenez que le propre du système bismarckien était d'aller inévitablement à l'implosion, d'aller inévitablement à l'échec. Il y a un moment où les contradictions, les rivalités entre Vienne et Moscou deviennent telles que le système est intenable. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, c'est ainsi que peu à peu on s'est dirigé vers la Première Guerre mondiale. Alors, qu'apprend-on ici? On apprend que
Le concert européen inventé à Vienne est un système qui a relativement stabilisé l'Europe. C'est vrai que le XIXe siècle a été marqué par peu de guerres à l'intérieur de l'Europe. Il y en a eu cependant, mais assez peu et très peu durables. Mais que le système bismarckien qui était engendré par cette logique viennoise est un système qui, lui, conduisait directement au conflit. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la Première Guerre mondiale, marquant l'anéantissement de ce système d'équilibre tel qu'il était pensé inévitable et nécessaire, la Première Guerre mondiale était censée accoucher d'un nouveau système, ce nouveau système mis en place lors de la paix de Versailles. La paix de Versailles, c'était en principe pensé, après un événement aussi tragique qui a fait 13 millions de morts, la réinvention du système international. C'est-à-dire peut-être passer, après le système westphalien classique, à un système renouvelé, repensé, peut-être l'âge 2 de la modernité politique internationale. C'était bien ça le projet. Et pour bien incarner ce projet, il y avait ce monsieur Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, président des États-Unis, mais en fait un très curieux personnage. D'abord, c'est un universitaire. Vous savez, les universitaires en politique, ça donne des résultats variés. Et Wilson était président d'une grande université, Princeton, professeur de droit constitutionnel. Le droit constitutionnel créait les conditions d'une vraie paix civile. Les nations, nous expliquait Wilson, avaient pu peu à peu se doter de paix civile en acceptant, à partir du contrat social, un ordre constitutionnel qui réglait le jeu national, et de manière relativement consensuelle. Donc, grâce au droit constitutionnel, on avait ainsi dépassé le temps des guerres civiles, nous expliquait Wilson. Et c'est ainsi qu'un très célèbre texte de Wilson, sa fameuse déclaration de janvier 1918 en 14 points, essaye d'imaginer, lui qui à l'époque était en même temps universitaire et président des États-Unis, les conditions auxquelles on pouvait accéder à un véritable ordre international, c'est-à-dire à une véritable paix. Et je ne vais pas vous les donner toutes les 14, certaines sont plus importantes que d'autres. Retenons d'abord la première idée qui n'étonnera pas sous la plume d'un constitutionnaliste. Il n'y a pas de paix sans démocratie. Donc l'une des fonctions du système international, c'est de construire la démocratie. Construire la démocratie, ça veut dire deux choses. Ça veut dire ne se construire qu'entre démocraties, c'est-à-dire la vieille idée que je vous présentais déjà la semaine dernière, que l'existence même de la dictature était belligène, mais que le système international lui-même devait être démocratisé. Cette espèce de minilatéralisme, cette oligarchie des G4 ou des G5 n'était que propice à la guerre, comme il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, le président Wilson, alors que ce minilatéralisme n'a pas disparu. Non seulement il faut la démocratie, mais il faut aussi que les unités qui composent le système international soient des unités cohérentes où il y a un vrai désir de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, à côté de la démocratie, Wilson ajoute une deuxième exigence qui est la nation. Ces systèmes politiques, ces États, souvent d'ailleurs par définition autoritaires, qui imposent à des peuples de vivre ensemble, et notamment qui oppriment des minorités, sont source de guerre. Il faut donc réaliser ce grand principe wilsonien du droit de détermination des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Belle formule. Mais c'est une très belle formule à laquelle nous souscrivons tous et qui existe encore aujourd'hui, mais malheureusement personne n'en a la clé, car personne ne sait ce qu'est un peuple. Nous avons déjà examiné cette question ensemble.
Qu'est-ce qu'un peuple? C'est la grande question qui n'est toujours pas résolue et qui donc affaiblit un peu la construction wilsonienne. Bien sûr que Wilson visait ces peuples d'Europe centrale qui étaient en position minoritaire dans différents pays, Pologne, Hongrie, Roumanie, etc. Mais il y a aussi les catholiques en Irlande, les Basques en Espagne, etc., etc. L'autre idée qui est propre à un libéral, c'est l'échange, le libre-échange et le commerce, point important de la doctrine wilsonienne. Il n'y a de paix que si on favorise les échanges, on construit le libre-échangisme. Autre point, construire une sécurité collective, c'est-à-dire non plus cette sécurité par équilibre tragique, parce que la Première Guerre mondiale a montré que de toute façon ça finissait mal, mais par adhésion, par solidarité collective. Nous sommes tous responsables de la sécurité de tous. C'est bien ça l'idée de sécurité collective. Et c'est la raison pour laquelle derrière l'idée de sécurité collective apparaît la grande idée wilsonienne qui est construire une institution qui exprime ce désir collectif de sécurité, c'est-à-dire construire une société des nations. D'ailleurs, ce n'est pas lui l'inventeur. Le terme société des nations a été pour la première fois prononcé ici, dans cet amphi, Boutmy, à ma place exactement, par Léon Bourgeois, 10 ans auparavant. C'est un Français. Français qui a pensé premier à la Société des Nations, qui d'ailleurs en a été le premier président. Et donc, la grande rupture, elle est bien là, parce que ça, c'est du concret, à savoir construire une société des nations. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore dit multilatéralisme, parce qu'à l'époque, on n'employait pas le terme. C'est-à-dire une institution qui réunissait tous les États du monde en vue de construire leur sécurité collective. Hélas, ce fut un échec. Ce fut un échec pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette société des nations n'a jamais vraiment vu le jour. Oh, elle a vu le jour institutionnellement. Il y a bien une société, une institution qui s'est constituée, mais dont quantité d'États étaient exclus, soit parce qu'ils ne voulaient pas y souscrire, et pire des humiliations imposées à Wilson, le Congrès américain avait refusé la ratification, donc les États-Unis n'ont jamais adhéré à la Société des Nations. Et puis, curieuse idée, et ça c'est une sorte de pathologie qui ne va plus nous quitter, les vaincus n'avaient pas le droit de participer à la sécurité collective. C'est une affaire de vainqueurs. Donc, pas question d'admettre l'Allemagne, d'admettre les dépouilles de l'Empire d'Autriche ou de l'Empire ottoman. On verra plus tard. Et puis l'URSS, à l'époque, c'était vraiment à bannir totalement. Donc il n'y avait plus grand monde. C'était presque le concert européen ressuscité et amputé des bad guys de la conjoncture. Et puis, surtout, parce que deux choses frappantes. D'abord l'horreur, la montée des totalitarismes, qui a peu à peu ruiné l'idée de société des nations. L'Allemagne, qui finalement va y entrer en 1926, va en sortir en 1933, lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Le Japon va également la quitter sur la même pente d'un totalitarisme qui s'y affirmait. Et donc, peu à peu, le totalitarisme, replié sur lui-même, est venu nier l'idée d'un ordre international. Donc, pas de système international, chacun de son côté, et puis ce sont les meilleurs, c'est la bonne race qui va gagner. C'était ça, en quelque sorte, l'idée. Et puis, bizarrement, parce que les autres, ceux qui n'étaient pas atteints du virus du totalitarisme, les vieilles démocraties, les vieilles démocraties, au lieu de faire un effort d'innovation, se sont réfugiés dans les vieilles pratiques. Et effectivement, on va voir ces vieilles pratiques du G, je vais appeler le G4, G5 tout à l'heure, se reconstituer. Locarno, Streza, le pacte à 4. Le pacte à 4, c'est juin 1933. Les nazis étaient déjà au pouvoir en Allemagne. Et on va voir effectivement à nouveau
la parlotte s'installer entre l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, avec l'idée que de toute façon, on arrivera à convaincre M. Hitler de la nécessité de maintenir la stabilité en Europe. Donc, cette combinaison, finalement, d'échecs violents liés au totalitarisme et de vieilles routines qui prenaient le dessus, fait que nous sommes restés face à une incapacité de réformer ce système westphalien.